Vivre dans un pays presque entièrement recouvert de sable semble, à première vue, incompatible avec l'idée même de l'eau. Et pourtant, au cœur de l'un des déserts les plus arides de la planète, un immense réseau invisible permet à la vie de circuler chaque jour. En Arabie Saoudite, plus de 95% du territoire est désertique. La pluie y est rare, imprévisible, parfois inexistante pendant des mois, tandis que les températures estivales dépassent régulièrement les 45 degrés. Dans ces conditions extrêmes, l'eau n'est pas seulement une ressource, elle est une question de survie. Et malgré cela, des villes entières prospèrent, des millions de foyers sont alimentés en eau potable, et même des cultures agricoles parviennent à pousser là où, autrefois, seul le sable régnait. Ce miracle moderne repose sur une prouesse d'ingénierie rarement visible, mais absolument vitale, un réseau national de production et de distribution d'eau, enfoui sous le désert comme un fleuve d'acier silencieux. L'Arabie Saoudite compte aujourd'hui plus de 37 millions d'habitants. La majorité vit le long des côtes de la mer Rouge et du Golfe Persique, là où l'accès à l'eau est historiquement plus facile. Mais dès que l'on s'éloigne du littoral, le paysage change brutalement. L'intérieur du pays est un immense océan de sable, presque inhabité, où aucune rivière permanente ne coule et où les nappes phréatiques naturelles sont extrêmement limitées. Pendant longtemps, le pays a exploité des réserves d'eau souterraine fossiles, emprisonnées depuis des milliers d'années sous le désert. Mais ces réserves, non renouvelables, se sont progressivement épuisées. C'est là que le paradoxe saoudien apparaît clairement. Le pays possède certaines des plus grandes réserves de pétrole au monde, une richesse énergétique colossale. Pourtant, cette abondance ne résout pas tout. L'eau douce, elle, reste dramatiquement absente. Chaque litre d'eau potable consommée à l'intérieur des terres doit être produit artificiellement. Pour continuer à se développer, le pays a donc dû faire un choix audacieux, transformer l'eau de mer en eau douce, puis la transporter sur des centaines, parfois des milliers de kilomètres à travers l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Ce projet n'est pas seulement une réponse technique à un problème climatique. Il est devenu une infrastructure stratégique aussi essentielle que les routes, les ports ou les pipelines de pétrole. Chaque jour, des milliards de litres d'eau de mer sont prélevés, traités et envoyés vers le cœur du désert. À première vue, l'idée semble simple, prendre l'eau de l'océan, retirer le sel, puis la distribuer. En réalité, c'est une chaîne complexe d'opérations industrielles, scientifiques et logistiques, où chaque étape demande une précision extrême. Le coût est immense. Produire de l'eau potable dans un pays presque sans pluie coûte des milliards de dollars chaque année. Mais pour l'Arabie Saoudite, ce prix est celui de la stabilité, de la croissance et de la vie quotidienne de millions de personnes. Tout commence loin du désert, là où l'eau semble infinie. Au large des côtes, des conduites d'aspiration géantes sont installées directement dans la mer. Elles s'étendent parfois à plusieurs centaines de mètres du rivage, solidement ancrées au fond marin pour résister aux courants et aux tempêtes. Leur position n'est jamais choisie au hasard. Les ingénieurs cherchent l'eau la plus propre possible, loin des sédiments, des ports et des zones polluées. Dès son entrée dans le système, l'eau de mer traverse des grilles métalliques qui empêchent les débris, les algues et les organismes marins de pénétrer dans les installations. Une seule conduite de grand diamètre peut aspirer jusqu'à 15 millions de litres d'eau par jour, un flux continu, jour et nuit. Cette eau est ensuite dirigée vers d'immenses usines de dessalement, véritables cathédrales industrielles construites le long des côtes. Ces installations fonctionnent sans interruption, 24 heures sur 24, sous une chaleur parfois écrasante. À l'intérieur, l'eau entame un long parcours de purification. Elle passe d'abord par des filtres mécaniques et des bassins de décantation qui éliminent le sable, les particules en suspension et les impuretés visibles. Des produits chimiques soigneusement dosés sont ajoutés pour provoquer l'agglomération des particules microscopiques, facilitant leur élimination. Mais même après ce premier nettoyage, l'eau reste impropre à la consommation humaine. Le sel est toujours là, dissous à hauteur d'environ 3,5%, un taux bien trop élevé pour être bu ou utilisé en agriculture. C'est à ce moment précis que la science entre pleinement en jeu. Pour séparer le sel de l'eau, l'Arabie Saoudite s'appuie sur l'une des technologies les plus avancées du traitement de l'eau, l'osmose inverse. Ce procédé repose sur un principe simple mais exigeant, forcer l'eau à traverser des membranes extrêmement fines, capables de retenir les sels et les impuretés tout en laissant passer les molécules d'eau. Pour y parvenir, une pression gigantesque est nécessaire, parfois 60 fois supérieure à la pression atmosphérique. Des pompes industrielles puissantes compriment l'eau et la poussent à travers ces membranes, transformant progressivement l'eau de mer en une eau presque totalement pure. Mais à ce stade, l'eau est si pure qu'elle en devient chimiquement instable. Elle doit encore être traitée, rééquilibrée, enrichie en minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium, afin d'être saine, stable et agréable à boire. Ce n'est qu'après cette étape finale que l'eau est considérée comme prête. Pourtant, le plus impressionnant reste à venir. Produire cette eau douce artificielle n'est que la première moitié du défi. La question suivante est encore plus vertigineuse. Comment acheminer cette eau à travers des milliers de kilomètres de désert brûlant, sans interruption, sans fuite, et sans jamais laisser le robinet se tarir au cœur des villes?
Une fois l'eau rendue potable, un nouveau défi commence, peut-être le plus impressionnant de tous. Il ne s'agit plus seulement de produire de l'eau douce, mais de la déplacer à travers un territoire immense, brûlant et instable. Pour y parvenir, l'Arabie saoudite a construit l'un des plus vastes réseaux de pipelines d'eau au monde, un système comparable, par son ampleur, aux infrastructures pétrolières du pays. Ces conduites géantes serpentent sous le désert sur des centaines, parfois des milliers de kilomètres, reliant les usines de dessalement côtières aux villes de l'intérieur. Elles transportent l'eau jour et nuit, sans interruption, comme un fleuve artificiel enfoui sous le sable. Ces pipelines ne sont pas de simples tuyaux. Ils sont fabriqués à partir d'acier au carbone à très haute résistance, capables de supporter une pression constante, des chocs mécaniques et des variations de température extrêmes. Le jour, le métal peut être chauffé par un soleil implacable, tandis que la nuit, le désert se refroidit brutalement. Chaque tube est donc conçu pour se dilater et se contracter sans se fissurer. En usine, d'épaisses plaques d'acier sont découpées, roulées puis soudées pour former des cylindres pouvant dépasser 1,5 mètre de diamètre. L'épaisseur du métal atteint parfois plusieurs centimètres. Chaque segment est ensuite inspecté, poli et recouvert de couches protectrices destinées à prévenir la corrosion et l'usure sur plusieurs décennies. Une fois prêts, ces énormes tubes sont transportés sur de longues distances jusqu'aux zones de chantier. Là, le désert se transforme temporairement en un immense site industriel à ciel ouvert. Avant même la pose des conduites, des équipes de géomètres entrent en action. À l'aide de GPS, de relevés satellitaires et d'instruments topographiques, ils définissent avec précision le tracé du pipeline. Chaque mètre compte. Le parcours doit éviter les sols trop meubles, les dunes mouvantes, les zones sujettes à l'érosion et les formations rocheuses instables. Une erreur de tracé pourrait compromettre la stabilité de la conduite sur le long terme. Une fois le trajet validé, le terrain est préparé. Des pistes temporaires sont aménagées pour permettre la circulation des engins lourds. Le sol est nivelé, compacté, parfois renforcé. Puis viennent les excavatrices géantes, qui creusent de longues tranchées parfaitement alignées. Leur profondeur et leur largeur sont calculées avec précision afin d'accueillir les conduites tout en les protégeant du poids du sable et des variations thermiques. Dans certaines régions montagneuses ou rocheuses, les machines ne suffisent pas. Des explosifs sont alors utilisés pour fracturer la roche et ouvrir le passage, toujours de manière contrôlée. Avant de déposer les pipelines, une couche de sable fin est soigneusement étalée au fond des tranchées. Cette base souple agit comme un coussin protecteur, répartissant le poids de la conduite et évitant les points de pression qui pourraient l'endommager. Les segments d'acier sont ensuite alignés les uns avec les autres à l'aide de machines de levage spécialisées. À l'intérieur, des systèmes hydrauliques assurent un alignement parfait avant la soudure. Les soudeurs entrent alors en action, souvent assistés par des dispositifs automatisés capables de réaliser des soudures d'une précision extrême. Chaque joint est ensuite contrôlé minutieusement. Des inspections par ultrasons permettent de détecter la moindre fissure ou imperfection invisible à l'œil nu. Si un défaut est repéré, la soudure est immédiatement corrigée. Une fois validée, la jonction est recouverte d'un revêtement protecteur identique à celui du reste du pipeline, garantissant une continuité totale. Progressivement, segment après segment, la conduite prend forme, s'étendant à perte de vue à travers le désert. Lorsque plusieurs sections sont assemblées, elles sont délicatement abaissées dans la tranchée à l'aide de véhicules spécialisés équipés de bras latéraux. La précision est essentielle pour ne pas endommager le revêtement. Une fois en place, le remblayage commence. D'abord avec des matériaux fins pour protéger la conduite, puis avec la terre excavée, compactée par couches successives. Ce processus réduit les risques d'affaissement et assure la stabilité du pipeline sur le long terme. Mais l'eau ne peut pas simplement s'écouler sur de telles distances. À intervalles réguliers, d'immenses stations de pompage prennent le relais. Ces installations industrielles maintiennent la pression nécessaire pour faire avancer l'eau à travers le réseau. Elles consomment d'énormes quantités d'énergie, fonctionnant jour et nuit, quelles que soient les conditions extérieures. Grâce à elles, l'eau dessalée peut atteindre des villes situées à des centaines de kilomètres des côtes, franchissant montagnes, plaines et étendues désertiques sans jamais s'arrêter. À l'intérieur de ce réseau souterrain, l'eau ne s'arrête jamais. Elle avance en continu, poussée par la force des pompes, surveillée par des capteurs, protégée par des systèmes de contrôle qui détectent la moindre anomalie. Une fuite, une baisse de pression ou une variation de débit déclenche immédiatement une intervention. Dans un pays où chaque litre compte, la fiabilité est essentielle. Ce système fonctionne comme un organisme vivant, avec ses artères, ses centres de contrôle et ses points de régulation. Grâce à lui, l'eau dessalée atteint les réservoirs urbains, puis les foyers, les hôpitaux, les écoles et les zones agricoles. Dans certaines régions, elle permet même de faire pousser du blé, des légumes et des palmiers dattiers au cœur du désert, transformant temporairement le paysage. Mais cette prouesse a un prix. Dessaler de l'eau de mer est un processus extrêmement énergivore.
Chaque mètre cube d'eau produit nécessite une quantité importante d'électricité pour alimenter les pompes et maintenir la pression de l'osmose inverse. En moyenne, le coût de production peut atteindre plusieurs dollars par mètre cube, bien plus que dans les pays disposant de rivières, de lacs ou de fortes précipitations. Pendant longtemps, cette énergie provenait principalement du pétrole et du gaz, reliant directement l'eau à la consommation de combustibles fossiles. Ce modèle, bien que fonctionnel, soulève des questions à long terme, tant sur le plan économique qu'environnemental. Un autre défi se pose en silence, loin des regards. Pour chaque litre d'eau douce produit, une quantité équivalente d'eau extrêmement salée, appelée saumure, est rejetée dans la mer. Cette eau concentrée en sel peut perturber les écosystèmes marins si elle n'est pas correctement dispersée. Consciente de ces enjeux, l'Arabie saoudite investit aujourd'hui massivement dans l'amélioration de ces technologies. Les nouvelles usines de dessalement sont plus efficaces, consomment moins d'énergie et intègrent des systèmes de rejet plus respectueux de l'environnement. Le pays explore également des solutions innovantes, comme le dessalement alimenté par l'énergie solaire, abondante dans le désert, afin de réduire son empreinte carbone. Au fil des décennies, ce réseau hydraulique est devenu bien plus qu'une infrastructure technique. Il est un symbole d'adaptation humaine face à des conditions extrêmes. Là où la nature n'offrait presque rien, l'ingénierie a permis de créer un équilibre artificiel, fragile mais fonctionnel. Chaque ville construite loin des côtes, chaque robinet qui coule dans le désert, rappelle la complexité de ce système et la dépendance totale à la technologie. Sans lui, la vie moderne en Arabie saoudite serait tout simplement impossible. Ce modèle inspire aujourd'hui d'autres régions du monde confrontées à la raréfaction de l'eau douce. Des pays arides observent cette expérience avec attention, cherchant à reproduire, adapter ou améliorer ces solutions. Mais il rappelle aussi une réalité essentielle. L'eau, même produite par la technologie la plus avancée, reste une ressource précieuse, coûteuse et limitée. Plus la population mondiale augmente, plus la pression sur l'eau s'intensifie, transformant ce défi en enjeu planétaire. Au final, ce fleuve d'acier enfoui sous le sable n'est pas seulement un exploit d'ingénieur. C'est une réponse directe à une question fondamentale. Comment continuer à vivre, à se développer et à prospérer là où l'eau n'existe presque pas? En Arabie saoudite, la réponse passe par la mer, la science et l'énergie. Mais à l'échelle mondiale, une autre interrogation se pose désormais. Dans un futur où l'eau deviendra de plus en plus rare, devrons-nous tous apprendre à créer l'eau, ou repenser profondément la manière dont nous la consommons et la protégeons?